Bonjour à tous, un historien, essayiste, éditeur et spécialiste des religions. Ça tombe bien parce que la religion est souvent invoquée par Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes aussi l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe. C'est chez Albin Michel. Hier, on a vu un grand concert patriotique à Moscou. On a vu les images dans les matins LCI. À la veille de ce jour du défenseur de la patrie, c'est aujourd'hui, on va en parler aussi. On a vu les images en particulier hallucinantes de ces enfants de Mariupol qui sont appelés sur scène à remercier leur sauveur. Ça intervient 2 jours après un discours de Vladimir Poutine qui était assez saisissant également, dans lequel il nous dit tout à la fois que l'Occident a fait de la pédophilie la norme, que l'Occident est responsable de l'escalade du conflit, bref. Tout ça pour vous poser une question très simple. Dans quel monde vit Vladimir Poutine? S'est-il convaincu de tout cela ou est-il dans le cynisme le plus pur? Non, vous avez parfaitement raison. C'est un langage complètement orwellien. Son discours à l'Assemblée fédérale, cette fête patriotique, entre gros guillemets, en fait, nous sommes à l'envers de la réalité. Et je pense que lorsqu'on dit que Vladimir Poutine est fou ou en délire, moi je ne crois pas ça du tout. Je pense qu'il a un logiciel qui n'admet pas du tout la contradiction et qu'avec l'Ukraine, il est tombé sur une contradiction majeure, à savoir qu'il ne réussit pas à vaincre. Il s'est enlisé, les Ukrainiens existent finalement en tant que nation comme jamais, ils veulent véritablement aujourd'hui ne plus rien avoir avec la Russie, enfin tout fonctionne à l'envers de tout ce qu'il avait prévu. L'OTAN est ressuscitée, si je puis dire, en quelque sorte. Enfin voilà, l'Amérique est de retour, tout va mal pour Vladimir Poutine, et plus ça va mal, plus en fait il inverse cette réalité, et plus en fait il est dans la dénégation tout simplement, encore une fois, de ce qui se passe sous ses yeux. Et donc, oui, c'est l'Occident qui agresse. Oui, c'est les Ukrainiens qui souffrent, mais de qui? De Zelensky et puis de ces nazis. Néo-nazis, La Russie est dans un état désastreux d'un point de vue mental, spirituel, psychologique, social. Non, c'est l'Occident qui est décadent, etc., etc. Il nous a dit aussi hier, dans une brève prise de parole, c'était 3 minutes, c'était pas un grand discours, que la Russie combattait en Ukraine pour ses terres historiques. Et il a appelé la foule à faire hurrah, 3 fois hurrah pour les combattants qui sont sur place. C'était comme une foule qui était là pour saluer son engagement aussi, alors le patriotisme russe en général, cette offensive en particulier. Est-ce qu'on est uniquement dans la mise en scène ou est-ce qu'il y a quand même une part d'adhésion sincère en Russie à ce combat? Quand on regarde par exemple les chiffres que nous donne le centre Levada, qui est un centre sérieux, on nous dit 75% des Russes soutiennent la guerre malgré tout. Parce que, en raison de la propagande, en raison de vingtaine d'années de lobotomie complète, d'amnésie du goulag, de remplacement du goulag par une espèce véritablement de crainte d'être anéanti par l'extérieur, n'est-ce pas? Tout ça, c'est le discours poutinien. On en arrive au fait que les Russes sont devenus, oui, on pourrait dire lobotomisés. Il y a une forme de goulag intellectuel, en fait. Oui, et puis vous voyez que, par exemple, la Grande Guerre patriotique, n'est-ce pas, c'est la Deuxième Guerre mondiale, des millions de morts en raison, entre autres, de l'indigence stratégique de Staline, qui ensuite a été présenté comme un généralissime extraordinaire. Eh bien, aujourd'hui, cette mémoire des morts de la guerre est venue remplacer la mémoire des morts du goulag, et dans ces grandes manifestations qui ont lieu tous les 9 mai, parce que c'est tous les 9 mai qu'on célèbre la victoire sur le nazisme, eh bien, en fait, il y a une espèce de transfusion du sang des morts dans le sang des vivants. C'est le fameux thème chez Poutine de l'armée des immortels. La Russie est seule au monde. En fait, elle est en but à l'hostilité du reste du monde, mais elle va triompher. Et là, je crois que ce sentiment obsidional, eh bien, les Russes en sont complètement imprégnés, d'où ces 70%. Moi, je crois plutôt qu'on a 15% véritablement, 15 à 20% de gens, parce qu'ils sont fondamentalement liés à ce régime, qui soutiennent Il y a une partie de conviction et une partie de peut-être résignation. Voilà, et puis 15 à 20% véritablement d'opposants, mais ils sont en prison ou en exil, il faut le dire. Et puis vous avez un ventre mou qui vit dans la crainte, mais qui pourrait quand même un jour se désolidariser de Poutine, via les femmes surtout, qui voient leur mari partir, mourir au front. D'où l'importance aussi d'une journée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du défenseur de la patrie. Absolument. C'est un jour
tout à fait, je dirais, réservé à la sacralisation de Vladimir Poutine, parce que c'est lui le généralissime, c'est lui le rempart, n'est-ce pas? Et il y a un an de cela, pour ce même jour, qui était la veille du déclenchement de l'offensive, le patriarche de Moscou, Kirill, n'est-ce pas, adressait une lettre de félicitations à Poutine, priait pour Poutine dans les vapeurs d'encens comme grand défenseur de la patrie, et il le suppliait d'engager la lutte contre les forces du mal. Donc vous voyez, vous êtes dans une représentation complètement manichéenne, apocalyptique et nihiliste en fait. Et religieuse, vous y faites allusion. D'ailleurs, hier, dans la brève prise de parole, il y avait quand même une allusion à la religion. Alors, c'était mêlé, on voyait que patrie, famille, religion ne faisaient qu'un dans la bouche de Poutine. À un moment, il dit « ça contient un même sens mystique, sacré. L'une des prières, fait-il remarquer, les plus chères à notre cœur, commence par « Notre Père ». C'est là qu'il fait le lien entre la religion, la famille, la patrie. La religion et la famille, pour lui, ce sont des instruments politiques. Mais bien entendu, puisque, si vous voulez, Vladimir Poutine restera aussi comme l'homme qui a non seulement empêché, mais interdit en quelque sorte le relèvement de la Russie après la terrible période soviétique, n'est-ce pas? Lui et son clan ont pillé ce pays. Ce sont des centaines de milliards qui ont été transférés à l'étranger par sa clique, et par lui-même d'ailleurs. Tout cet argent a fait défaut à la restauration de la Russie. Et la Russie est dans un état pathétique d'un point de vue, encore une fois, moral et social. Donc, Poutine restera aussi comme celui qui a tué une deuxième fois, en fait, la Russie, ou a empêché, en tout cas, que la Russie reprenne le cours de l'histoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et son Église, vous dites ce matin dans le Figaro, la religion instrumentalisée. Oui, elle est instrumentalisée. Enfin bon, dans le cas du patriarche Kirill, il ne faut pas penser que c'est un petit bonhomme religieux intimidé à qui on a fait peur et qui d'un coup se précipite pour bénir Poutine. Plutôt un zélé. Ouais, c'est un pivot du système, il est totalement dans le système. Il représente la vieille accointance entre l'Église et le KGB qui existait déjà sous Brejnev, n'est-ce pas? À part que cette Église russe, elle a été une Église des martyrs de manière inouïe, en fait, entre 1917 et 1991. Mais Kirill a tourné le dos aux martyrs et est allé s'allier de manière, on peut dire, si vous me permettez l'expression, assez démoniaque tout de même, enfin, assez diabolique. C'est le comble pour un patriarche religieux. Avec ce Poutine qui, évidemment, voit, lui, dans l'orthodoxie, une pure idéologie, cette idéologie que vous avez bien décrite, qui lui permet de s'opposer à l'Occident, comme si l'orthodoxie et le christianisme, c'était simplement la famille, la morale, le respect de l'État, pas du tout, évidemment. Alors, justement, sur le christianisme, il y a un chef de l'Église catholique, le pape François, qui régulièrement, et encore hier, jour du mercredi des cendres pour les catholiques, dit il faut la paix, c'est une guerre absurde et cruelle. Ces paroles-là, d'un chef d'Église catholique, ne sont pas du tout entendues par les orthodoxes de Russie? Non, bien sûr que non, parce que d'abord, ces orthodoxes de Russie, puisque, en fait, l'orthodoxie, c'est une identité aujourd'hui en Russie, c'est pas une foi. C'est pas un christianisme, c'est une identité nationale, fédérale en quelque sorte, n'est-ce pas? Qui dépasse la religion. Ce qui s'est passé, c'est que le Parti communiste a disparu. Le parti avait voulu tuer l'Église. L'Église avait plus ou moins résisté. Et le parti a disparu, et l'Église a pris la place du parti. C'est ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Donc le pape, non. Le pape, il est là dans un monde orthodoxe, que ce soit d'ailleurs la Russie ou l'Ukraine. Les orthodoxes sont majoritaires en Ukraine, n'est-ce pas? Et les catholiques sont soit des gréco-catholiques, soit des catholiques latins, mais en revanche, en Russie, ils sont quasiment inexistants, n'est-ce pas? 10% en Ukraine. Donc sa voix porte mal, et c'est tout le problème. La paix, oui, mais à quel prix? Il y a l'ambition aussi de Vladimir Poutine qui est beaucoup questionnée depuis un an. Quels étaient ses réels buts de guerre? On s'est souvent posé la question sur ces plateaux. Volodymyr Zelensky, il y a quelques jours, donnait sa propre lecture. Il dit au fond, Vladimir Poutine, il veut rebâtir l'empire soviétique. Vous, ce matin, dans le Figaro, vous dites plutôt, Vladimir Poutine est inconsolable de la perte de l'URSS. Quelle est la référence historique qui prévaut aujourd'hui? L'ambition de Vladimir Poutine, vous la lisez à travers quoi? Écoutez, je pense qu'il y a une discontinuité complète entre la Russie tsariste et l'Union soviétique. Cette discontinuité, ça s'appelle le totalitarisme. Un impérialisme, le totalitarisme, c'est pas pareil. L'Union soviétique, c'est le seul empire dans le monde qui n'a pas eu de nom propre.
les États-Unis sont les États-Unis d'Amérique. Là, l'Union des républiques soviétiques socialistes, c'était un cycle abstrait. Ça pouvait avaler le monde entier, ça pouvait avaler la planète Mars. C'était une espèce de projet. C'était le plus grand empire du monde et le plus sanglant. Mais qu'est-ce que ça change que ce soit un sigle plutôt qu'un nom propre ? Ce que ça change, c'est que vous êtes dans un projet radicalement idéologique qui déracine totalement les identités, les broie et les annihile. C'est tout le combat des Ukrainiens aujourd'hui, de récupérer leur identité. D'ailleurs, au passage, ça a été un véritable problème de mécompréhension en Europe, n'est-ce pas ? Après 1989, pour tous ces pays de l'Est qui avaient été des pays satellites de l'URSS, pensez à la Hongrie et à la Pologne qui posent aujourd'hui tant de problèmes, on a cru que ces peuples et que ces nations et ces pays voulaient embrayer sur la grande société libérale mondiale. Mais non, on a découvert quoi ? Qu'ils étaient en pleine reconstruction identitaire parce que leur identité avait été niée par le totalitarisme soviétique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un hiatus en Europe très profond avec ces pays que nous trouvons mal accordés avec les valeurs européennes fondamentales, n'est-ce pas ? Donc vous voyez bien que ce problème de recapturer son identité, c'était un problème pour tout le monde. Chez les Russes, ça a été fait par un Poutine qui, en fait, n'avait pas abandonné le logiciel totalitaire, qui était inconsolable, effectivement, de la perte de l'URSS. C'était, en fait, un espion, un héritier, un tchéquiste, un héritier de la Tchéka, c'est-à-dire de la police secrète et politique qui était inhérente à la terreur d'État qu'avait instauré Lénine. Et cette Tchéka, elle a donné la GPU, le NKVD, le KGB, le FSB. Et ce groupe, en fait, historique, a pris le pouvoir avec Poutine et a éliminé tout contre-pouvoir. Il y a malgré tout des faiblesses du pouvoir poutinien. On les voit un peu plus chaque jour. Il y a la recherche aussi d'alliés à l'étranger. Hier, il y avait une visite très importante à Moscou. C'est celle d'un des plus hauts diplomates chinois. Il s'appelle Wang Yi. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Lavrov, il a rencontré Vladimir Poutine lui-même, et si on en croit les Russes, il est venu dire qu'il avait une vision pour le règlement politique du conflit en Ukraine. D'ailleurs, les Chinois eux-mêmes ont promis de rendre publique une solution politique dans les jours à venir. Bon, on la connaît pas encore. Sur le concept même, est-ce qu'une médiation chinoise dans la guerre en Ukraine vous paraît plausible, possible ? Est-ce que même les Américains laisseraient faire ? Alors d'abord, peut-être que les Américains, on serait finalement heureux si cette solution leur convient. Oui. Voilà. Et je crois qu'il faut revenir au fait que nous avons été dans une grande continuité. Nous sommes en rattrapage de ce que nous n'avons pas vécu après 1991. C'est-à-dire après la fin de la CEI, ou si vous préférez, après 1989 et la chute du mur de Berlin. N'est-ce pas ? L'Empire soviétique est tombé sans que le sang ne coule. On s'est dit, c'est formidable. Allez, ça va être la mondialisation heureuse. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que dès 1994, Primakov, qui est alors le ministre des Affaires étrangères de Boris Yeltsin, pas encore même de Poutine, désigne l'Occident comme l'ennemi principal et dit, pour combattre cet Occident qui veut notre mort, déjà, il faut nous rapprocher de la Chine. 3 ans plus tard, Brzezinski, qui lui a été le conseiller diplomatique de Carter, qui est un Américain, il dit, notre principal ennemi, demain, ça va être la Chine. Mais pour pouvoir vaincre la Chine, il faut qu'on absorbe l'Europe et que on affaiblisse définitivement la Russie. Donc on était toujours dans une logique de 2 blocs face à face, malgré la fin de la guerre froide. Avec une triangulation des 2 grandes visions de doctrine stratégique qui passaient par l'Ukraine. Parce que pourquoi ? Dans la vision russe, si la Russie n'a plus l'Ukraine, elle n'est plus une puissance. Elle n'est plus un empire. Et dans la vision américaine, si la Russie perdait l'Ukraine, eh bien, la Russie était définitivement affaiblie. Et ce qui va arriver d'ailleurs, ce ne sera pas la faute des Américains, ce sera la faute de Poutine lui-même. Mais dans les 2 cas, c'est la Chine qui est en fait à l'horizon comme le futur challenger et peut-être l'hyperpuissance mondiale. Et ce que vous dites ce matin dans le Figaro, pardon Jean-François Colosimo, c'est effrayant parce que vous employez un terme, conflit mondialisé. Vous dites ce conflit mondialisé, il nous attend et il ne fait que commencer. Oui, parce que vous avez le retour de ces empires qui ont été comprimés par la guerre froide, par la bipolarité, c'est-à-dire l'opposition entre l'Est et l'Ouest, le capitalisme et le communisme. Ces empires, généralement, eh bien, ils ont en plus été très sécularisés, voire athées, avec des politiques de modernisation, d'occidentalisation, qui ont été très brutales.
ces empires, aujourd'hui, retournent à leur fonds religieux pour se réarmer. Et il n'y a pas que la Russie. Il y a la Chine, bien sûr, on vient de l'évoquer. Il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a l'Inde, n'est-ce pas? Et ils ont en commun, en fait, quoi? Leur détestation de ce qu'ils appellent l'Occident. Nous, en l'occurrence. Et Donc tous contre nous, d'une certaine manière. oui, mais ils sont tous contre eux. Aussi. Entre eux aussi, c'est un peu notre champ. Et quand vous dites conflit, pardon, juste pour préciser, ce que vous avez à l'esprit, c'est un conflit commercial, culturel, religieux, vous venez Tout d'évoquer, ensemble. militaire. Est-ce que ensemble. vous imaginez une guerre mondiale? Non, quand je parle de conflit mondialisé, justement, on n'aura pas, à mon avis, enfin, je n'en sais rien. D'abord, ça n'est pas souhaité. Puis là, on est un peu dans la boule de cristal. Mais je dirais que, effectivement, vous voyez que même après un an de terribles conflits en Ukraine, bon, finalement, on ne va pas quand même au maximum de l'escalade et on reste sur des guerres par délégation. C'était ce qu'on avait déjà fait en Syrie lorsqu'on a demandé aux Kurdes de nettoyer Daesh, n'est-ce pas? Donc on voit bien que malgré tout, nous avons de plus en plus de difficultés à nous engager sur les terrains, ou peut-être est-ce un choix délibéré pour éviter justement la confrontation finale qui engagerait l'arme nucléaire. Si on revient... Mais des conflits partout, vous en avez partout. Regardez le Proche-Orient, regardez le Caucase, regardez qu'on a eu la guerre de Syrie, 2015-2019. On a eu ensuite la guerre du Haut-Karabakh, au Caucase, en Arménie. Arménie-Azerbaïdjan. Sous l'attaque turco-azérie. Oui, ce que vous dites, c'est qu'à chaque fois, en fait, derrière ces pays-là, il y a des puissances qui sont à l'œuvre. Et bien sûr. Et en fait, il y a véritablement un front qui se dessine, le Proche-Orient, le Caucase, l'Ukraine. Il faut bien les comprendre comme un même front. Pourquoi? Parce que c'est la ceinture, en fait, traditionnelle de l'Europe. Comme une ligne de fracture, comme des plaques tectoniques, en fait, qui rentreraient en collision et qui feraient un séisme, en fait. C'est ce que vous nous dites, c'est la zone de friction entre des empires. Voilà, et ce sont aussi des sas et des verrous. Donc, ce sont des territoires. Et si on n'arrive pas à comprendre que... et c'est pas du tout une croisade, c'est pas du tout une cause particulariste, mais que le sort des minorités au Proche-Orient, les chrétiens, mais les autres aussi, bien sûr, les yézidis, tout ça, le sort des Arméniens au Karabakh et le sort des Ukrainiens à Kiev, si on ne comprend pas que c'est lié, eh bien dans ce cas-là, on n'aura qu'une vue très parcellaire des Donc choses. vous dites qu'il ne faut pas regarder que l'Ukraine. Pour retourner quand même sur l'Ukraine, parce que vous dites qu'il y a un risque de conflit mondialisé. Si on se met dans l'optique où on veut l'éviter, où on veut l'endiguer, il y a la question du règlement du conflit aujourd'hui. Celui qui est le plus prégnant, c'est quand même l'Ukraine. Le président Macron disait il y a quelques jours « Je veux la défaite de la Russie sans l'écraser ». Immédiatement, Volodymyr Zelensky, dans une interview, dit « Le président français perd son temps en voulant le retour de Vladimir Poutine à la table des négociations. C'est un dialogue inutile ». On pourrait même ajouter les déclarations du président russe sur les accords de Minsk, qui étaient censés justement éviter ce qui arrive aujourd'hui. Il dit que c'était un vaste bluff diplomatique de l'Occident. Bref, on a du mal à voir quel est le mode d'emploi pour sortir de tout ça et revenir à un monde plus apaisé, plus pacifié. Est-ce que vous croyez au dialogue, à la diplomatie, ou est-ce que vous croyez aux armes? Non, mais le président de la République, il a raison sur 2 points. Je suis désolé pour Volodymyr Zelensky. D'abord, c'est que si on élimine Vladimir Poutine, on ne sait pas si ça ne sera pas pire après lui, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit effectivement aussi le président français. Alors aujourd'hui, ils sont en un peu mis de côté, Kadyrov, Prigojine, mais ça vous donne une idée de qui pourrait suivre. Et puis, deuxièmement, je veux dire par là que le règlement de la question ukrainienne que nous voulons, que nous souhaitons, avec un recouvrement de souveraineté, une reconstruction de l'Ukraine, une indépendance affirmée de l'Ukraine, ne réglera pas toute la question. Et il faut surtout éviter que la Fédération de Russie n'implose. Que par exemple, la Chine récupère l'Extrême-Orient russe. Pourquoi faut-il l'éviter? Posons la question de manière très naïve. Pourquoi faut-il éviter? Ça serait une guerre de 30 ans. Parce que vous auriez des guerres incessantes. Parce que la Chine, dans ce cas-là, s'accaparerait l'Extrême-Orient russe, la Sibérie, qui est en fait une réserve de ressources indispensable au futur d'une grande Europe indépendante. Tout ça, c'est pas du tout être, je dirais, complaisant. Donc la Chine avec Poutine. C'est de voir un peu plus loin. Mais il est naturel que Volodymyr Zelensky, lui, qui est dans cette terrible pression, sous les bombardements, c'est évident, que lui a ses buts. Et nous les soutenons, je pense, nous, Français, intégralement. Maintenant, la fin de la guerre en Ukraine, c'est pas la paix définitive en Europe. De quoi la guerre d'Ukraine est-elle le signe? C'est ça la question. Et quelle réponse vous y apportez? Qu'il faut un jour arriver à se débarrasser de Poutine,
mais que en attendant, nous ne pouvons pas aller au-delà, finalement, de cette... pouvons pas, je dirais, d'abord parce qu'il n'y a pas d'alternative pour l'instant, Quand le président français dit nous ne pouvons pas souhaiter l'implosion de la Russie pour des raisons stratégiques évidentes. Donc quand vous dites toutes les options, quand le président français dit comme vous, toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires, Oui. ça veut dire que typiquement, vous croyez à l'hypothèse qu'il y a un risque Prigojine, que ce fondateur de Wagner, devenu puissant, affaibli peut-être aujourd'hui, puisqu'on le voit en plein conflit avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major, sur la question de la livraison des munitions, en des mots d'ailleurs, là encore, très étonnant, parce qu'il les qualifie de politicards, je cite, de salauds, d'ordures, Oui. qui devraient apposer leur signature pour livrer des munitions. Non, mais l'abominable criminel Prigojine, c'est un instrument pour Poutine, et il est en train d'être mis de côté, mais faites attention, Poutine pourrait le ressortir après-demain, comme il l'a fait avec le général Gerasimov, n'est-ce pas, qui était généralissime, qu'on a vu disparaître, qui est de retour. Et Ce qui sont des luttes de commande pouvoir à nouveau les opérations nucléaires. dans ce clan mafieux, mais dont le patron reste Poutine. Et tout ça, évidemment, c'est très malheureux, parce que la guerre se poursuit, les Ukrainiens souffrent. Mais oui, Poutine a fait, à la différence de tous les gens qui pourraient le remplacer de son clan mafieux, Poutine a fait quelques G7, quelques G20, il est au pouvoir depuis 20 ans, etc., 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 bien que, évidemment, nous souhaitons tous, je veux dire, son départ du pouvoir et l'accès aussi aux Russes à un nouveau régime de liberté. Parce que ça aussi, la paix totale en Europe, ce sera reconstruire physiquement l'Ukraine et dans sa souveraineté, mais ça sera aussi reconstruire moralement la Russie de manière à ce que les Russes sortent de ce cauchemar dans lequel ils sont depuis 1917, en fait. Ça paraît encore un peu loin quand on voit qu'il y a même déjà des plans pour la conquête absolue de la Biélorussie d'ici 2030. Absolument. On est dans Absolument. un horizon qui, malgré tout, va être encore très chahuté. Mais c'est pour ça que, malheureusement, je vous le dis, ce conflit ne fait que commencer. Merci beaucoup, Jean-François Colissimo, d'avoir été sur le plateau d'LCI ce matin pour Merci nous à éclairer. vous. On continue de parler de tous ces sujets dans un instant, dans le temps de l'info, avec Elisabeth Martichoux. Je vous souhaite